Bienvenue à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Taxawu TV. Taxawu TV pour ce premier numéro de votre émission Temps de parole. Temps de parole, comme son nom l'indique, donne la parole aux cadres et personnalités de Taxawu Sénégal. Alors pour ce premier numéro, nous recevons Monsieur Moussa Taye. Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Ababacar Sall, leader de la coalition Taxawu Sénégal. Moussa Taye, bonjour. Bonjour Aminata. Alors d'emblée, on va commencer par la situation préoccupante au Sénégal de la Covid-19 avec une troisième vague. La tendance baissière au niveau mondial, mais au Sénégal, c'est à la hausse. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de la politique de la lutte contre cette Covid-19 au niveau de l'État? Mais vous l'avez déjà dit Aminata, la situation est préoccupante. Elle est inquiétante et devient de plus en plus alarmante. Je crois que la troisième vague est là et elle fait déjà des ravages. Mais il faut revenir un peu à la gestion de la Covid par le gouvernement depuis la première vague. Je crois qu'aujourd'hui, il faut noter l'échec du gouvernement dans la gestion de la Covid-19. Toutes les mesures qui avaient été prises au plan sanitaire ont été un échec retentissant. Nous pensions que nous étions épargnés avec la deuxième vague. Malheureusement, on découvre une troisième vague beaucoup plus meurtrière. Je crois que le gouvernement doit se ressaisir et continuer la sensibilisation des populations. Parce que moi, je considère qu'il y avait un rapport de confiance entre les autorités gouvernementales et les populations par rapport à la Covid. La gestion du gouvernement a fait en sorte que les citoyens doutent même de l'existence de la maladie, voire des différentes vagues. Il faut donc insister sur la prévention, prendre des mesures drastiques, revenir au classique, gestes barrières, lavage des mains, ensuite prier. Alors, les politiques sont interpellés parce que, à l'image du président de la République qui a effectué une tournée à l'intérieur du pays, dans le contexte pareil, d'autres également ont programmé des tournées entre autres. Aujourd'hui, au niveau de votre formation politique, est-ce que vous prévoyez de faire des tournées ou bien est-ce que vous allez surseoir à cela? Oui, mais à ce niveau, il faut dire quand même que lorsque l'on gouverne, on doit donner le bon exemple. Le principal responsable dans cette affaire, c'est bien le président de la République. À travers ses tournées, soi-disant économiques, partout dans le pays, des tournées électoralistes, des tournées politiciennes, où il draine beaucoup de monde, sans gestes barrières, sans précaution. S'il y a donc un regain de la pandémie, ce n'est pas la faute de tous les politiques, c'est la faute d'abord du président de l'APR, M. Macky Sall. Maintenant, est-ce qu'il faut que les autres hommes politiques continuent leur tournée ou bien est-ce qu'il faut quand même s'arrêter un moment, évaluer la situation avant de reprendre? Moi, je pense qu'à ce rythme-là, quand même, la responsabilité nous incombe tous d'arrêter, d'observer une pause et de participer à la lutte contre la Covid par la sensibilisation. Donc on peut s'attendre à ce que le leader de Taxawu Sénégal, par exemple, qui avait commencé, on va dire, une petite tournée dans la banlieue dakaroise, puisse surseoir à toutes ces tournées, on va dire, toutes ces visites qui étaient prévues. Oui, mais même à défaut d'arrêter, souvent, parce qu'on dit qu'il faut vivre avec le virus. Donc à défaut d'arrêter, s'il est impossible d'arrêter, il faut s'imposer et imposer aux autres les gestes barrières, notamment le port du masque et la distance physique. La distanciation physique, le comportement des politiciens, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on dirige, on doit donner le bon exemple. Quand on veut également atteindre la magistrature suprême, je pense également qu'on doit donner le bon exemple. Aujourd'hui, on se rend compte que depuis quelque temps, il y a, on dirait, un dégoût des populations, des votants, face aux politiciens. C'est-à-dire ils ont mis tout le monde dans le même sac. Aujourd'hui, comment est-ce que vous comptez corriger cela? Pourquoi en fait cette rupture de confiance entre les politiques et les populations puisse renaître? Mais je ne suis pas d'accord avec votre analyse sur le fait que tout le monde soit dans le même sac. Je ne pense pas que les citoyens sénégalais aient mis tous les hommes politiques dans le même sac. Nous sommes différents.
Les hommes politiques sont différents. Il y a des hommes politiques qui sont imbus de valeurs et de principes. D'autres, par contre, sont ce qu'ils sont. Mais c'est un peu ça le charme de la politique. On découvre chaque fois en politique des personnes, des militants, des responsables, chacun avec ses propres valeurs, ses propres principes. Mais nous ne sommes pas tous pareils, nous sommes différents. Nous, par exemple, au Sénégal, nous sommes des gens sérieux et nous défendons des principes et des valeurs. Vous défendez des principes et des valeurs. Toujours, nous restons dans le domaine de la politique avec ce projet de loi qui a été voté. Je ne parle pas concernant le code électoral, mais le projet de loi qui a été voté et qui terrorise, on va dire, tous les opposants du Sénégal. C'est celui qui était relatif au terrorisme, avec les changements et autres. Aujourd'hui, du côté du pouvoir, il est avancé que c'est pour l'intérêt général. Vous, de l'opposition, qu'est-ce que vous craignez par rapport à ça? En fait, le gouvernement actuel nous avait vendu l'idée d'une gestion sobre et vertueuse. On dit qu'il y a une gestion nébuleuse. Parce qu'en réalité, voter une loi, c'est l'activité d'un Parlement. C'est vraiment une activité à la limite routinière pour un Parlement. Maintenant, quand on vote une loi au Sénégal, avec un impressionnant dispositif militaire, un impressionnant dispositif sécuritaire, moi ça me pose problème. Quand on vote une loi et on est obligé de faire un communiqué pour expliciter les tenants et les aboutissants de la loi, ça me pose problème. Et ce n'est pas une première. À chaque fois qu'on a voté des lois dans ce pays, liberticide, on a eu droit à un impressionnant arsenal militaire et sécuritaire. La loi votée contre le terrorisme suscite beaucoup d'interrogations. Donc on considère que c'est des lois qui limitent la liberté des hommes politiques, qui les exposent à des poursuites. Ils n'ont pas tort, parce que lorsque nous avions disséqué la loi, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques pistes qui pouvaient permettre une ouverture sur des dérives vis-à-vis des hommes politiques. Peut-être que cette loi, ou la loi de modification de la loi électorale, ou d'autres lois, je pense qu'en amont, on a besoin d'informations pour comprendre un peu le contenu de la loi. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Oui, mais du côté du pouvoir, ils disent qu'il fallait que le Sénégal puisse répondre aux normes internationales par rapport à cette loi. Oui, là, on est d'accord. C'est le principe. Moi, je ne vois pas de problème à ce que nos lois puissent s'arrimer aux normes internationales. Ça, c'est un principe élémentaire en droit international. Maintenant, le gouvernement nous a habitués à tellement de soubresauts, de crocs-jambes, de coups bas, qu'il y a une rupture de confiance même des députés de l'opposition, mais également des opposants en général. Et on s'est rendu compte qu'en disséquant la loi, il y avait, je le dis et je le répète, quelques pistes qui pouvaient ouvrir des difficultés pour les opposants, en général et pour les hommes politiques en particulier. Donc bon, ça pose problème. Vous l'avez dit tout à l'heure que le gouvernement, le régime en place vous a habitué à tellement de soubresauts. C'est un petit peu ce qui découle du dialogue national, parce que malgré le dialogue, malgré 20 mois de dialogue avec le régime en place, au finish, à l'Assemblée nationale, le code électoral a été modifié et pourtant ni Khalifa Ababacar Sall ni Karim Wade ne pourra participer à la prochaine présidentielle. Bon, je ne le dirais pas ainsi. Ce n'est pas parce qu'on a voté une loi à l'Assemblée en maintenant tel quel les articles L30 et L31 que Khalifa et Karim sont définitivement exclus du jeu politique. Je pense qu'il faut aller au-delà de cette loi-là et trouver, parce qu'il y a d'autres moyens qui peuvent permettre à Khalifa et à Karim de retrouver leurs droits. Je le dis et j'insiste chaque fois sur la question en disant que Khalifa Sall et Karim Meïssa Wade ont été privés de leurs droits de manière injuste. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Et dans le dialogue national, parmi les points de consensus, il y a un point relatif à la restitution des droits politiques, civils de Khalifa et de Karim. Je crois que le président de la République devrait trouver les voies et moyens nécessaires pour appliquer cette disposition. Mais finalement, à quoi aura servi le dialogue quand on se rend compte que malgré ce consensus, il n'y a pas eu d'évolution? À mon avis, le dialogue en démocratie est une exigence même. C'est une forme d'expression et d'action politique. Il est important de dialoguer. Maintenant, sur le contenu des résultats,
on peut toujours disséquer sur la sincérité ou non du dialogue. Mais je rappelle simplement qu'il y a eu des points de consensus, il y a eu des points sur lesquels nous sommes tombés d'accord avec le pouvoir. 25 sur 30. Qui ont été adoptés. Mais il y a d'autres points sur lesquels il y a eu quelques difficultés. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est que les points de revendication de l'opposition sont les mêmes points de recommandation des auditeurs internationaux. À ce niveau quand même, le chef de l'État devrait avoir l'élégance politique de comprendre que ces questions ne sont pas des questions politiciennes, mais c'est des questions d'intérêt national. Et aller dans le sens des recommandations des auditeurs internationaux. Ça n'a pas été le cas. Il a suivi sa majorité et il a une attitude partisane et c'est ça qui est un peu dommage. Vous l'avez constaté, vous parlez d'inélégance au niveau du chef de l'État. Malgré ça, vous continuez, vous maintenez que vous voulez toujours continuer à dialoguer avec une personne inélégante. Oui, mais Aminata, le dialogue, quand même, le dialogue est une permanence en démocratie. Il ne faut pas, quand même, on peut dialoguer de différentes manières. On peut dialoguer de manière formelle, autour d'une table, n'est-ce pas, convoqué par le président de la République. On peut également discuter à travers d'autres canaux. Le dialogue est une permanence en démocratie. Souvent, je me rappelle, à la veille des élections, chaque fois, le ministre de l'Intérieur convoque les partis politiques autour de la revue du code électoral. C'est aussi une forme de dialogue, n'est-ce pas? Même les débats que l'on fait dans les radios, etc., c'est une forme de dialogue. Le dialogue est pluriel. Maintenant, le dialogue politique, quand il est institutionnalisé, ça permet aux différents acteurs de venir se parler. Nous sommes obligés de nous parler, en amont ou en aval. Même au mois de mars, lors des événements du mois de mars. Mais finalement, c'est par le dialogue qu'on a trouvé des solutions. Même si on ne le dit pas. Oui, mais ça a été arraché. Oui, je veux dire. Un dialogue qui lui a été imposé. Mais quelles que soient les difficultés, il y a eu quand même des bonnes volontés qui ont fait des bons offices. Et au finish, nous avons eu des résultats. On ne peut pas ne pas échanger, discuter, dialoguer en démocratie. Je rappelle, en 2011 ou 2012, lorsque nous posions en 2008, avec le projet des assises nationales, je retiens une phrase d'Abdel Koulibaly qui disait à l'époque: nous sommes obligés d'utiliser la plume plutôt que les armes. C'était un choix qu'il fallait faire. Et la plume, c'est le dialogue. Donc il faut comprendre qu'il ne peut pas y avoir d'échec total du dialogue. Il ne peut pas y avoir de résultat total du dialogue. Ce qu'il y a, c'est que le dialogue est une nécessité en démocratie. Qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit sincère ou non, nous devons admettre que dialoguer fait partie de la démocratie. Maintenant, les différents acteurs doivent faire preuve de responsabilité afin d'arriver à un dialogue sincère et constructif. C'est ça qui est important. Justement, le dialogue n'est pas sincère et vous l'avez dit, la plume. Ça a fait marcher avec Wade, mais avec le président actuel, on se rend compte, est-ce que c'est la plume qui marche? Parce qu'aujourd'hui, avec les événements de mars, il fallait que la population descende dans la rue pour que lui, il puisse reculer. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une opposition molle, soit complice même à la limite. Est-ce que cette opposition-là aussi n'est pas une bénédiction, voire une chance pour le président actuel, vu le comportement de l'opposition? Parce que depuis là, rien ne bouge. Lui, il déroule comme bon lui semble. C'est du genre le chien aboie, la caravane passe. En fait, vous n'avez pas posé de questions, vous avez fait un constat. Vous avez même analysé à votre niveau. Je crois que ça, c'est un jugement de valeur. Et je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos. Moi, je considère que je suis un homme politique dans l'opposition. Et j'utilise les voies et moyens que me donne la loi pour m'opposer. Et sous ce rapport précis, nous sommes en train de nous organiser au niveau des fonds de santé nationale, au niveau du M2D, au niveau de la coalition Jotna, pour asseoir une très grande organisation de l'opposition, pour défendre la démocratie et la liberté dans ce pays. On ne peut pas dire que l'opposition est molle, que l'opposition est inexistante. Non, je suis désolé. L'opposition est bien présente. Elle mène son combat. Et le combat de l'opposition, c'est d'abord un combat de sensibilisation, de mobilisation, d'éveil des consciences, de critique du pouvoir. N'est-ce pas? Mais ça, je pense que nous le faisons tous les jours. Alors, vous avez... Même si vous semblez sous-estimer les résultats que nous avons. Les résultats que vous avez, je pense que tout le monde l'a constaté, même les populations. On va laisser, comme vous avez dit, l'entière responsabilité aux populations d'apprécier. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure que vous devez continuer à dialoguer. Aujourd'hui, avec le statu quo,
le président Khalifa Ababacar Sall ne pourra pas participer à une élection, de même que Karim Wade. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez pour qu'aujourd'hui, ces deux-là puissent redevenir éligibles? Oui, ce que je voulais expliquer tantôt, c'est que Khalifa et Karim sont victimes d'une injustice. Le dialogue a recommandé la restitution de leurs droits civils et politiques. Injustement, je dis bien, arrachés. Maintenant, le chef de l'État, arbitre, doit pouvoir trouver les voies et moyens pour régler cette affaire-là. N'empêche, l'opposition en général, le PDS et Taxawu Sénégal en particulier, doivent continuer à mener le combat pour que ces deux leaders puissent recouvrer leurs droits. À travers quoi? Une amnistie, à travers une révision de procès ou quoi? Non, j'ai dit que le président de la République a l'attitude, lui, de voir par quels moyens passer pour régler cette affaire-là. Moi, peu m'importe la démarche ou le moyen. En tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est que ces deux citoyens sénégalais avaient été privés de leurs droits de manière injuste. Il est temps qu'ils soient rétablis dans leurs droits. La manière de le faire, moi, m'importe pas. La manière vous importe peu, est-ce à dire qu'il se pourrait que Khalifa Ababacar Sall devienne le Gloria dont on parle concernant le fameux poncé que le président de la République a savouré à Thiès en disant que Gloria allait s'y ajouter? C'est une question qui fait rire certains, mais moi ça me fâche. Moi ça me met en colère. Simplement parce que la politique, pour moi, est une activité assez noble et assez vertueuse, au point de la ramener à des pratiques mercantiles, puériles ou même versatiles. La politique, c'est du sérieux, c'est l'art de gérer la cité. On ne peut pas parler de politique et parler de Gloria, de Poncé et de sucre. Nous ne sommes pas Gloria. Vous êtes allergique au lactose? Nous ne sommes pas Gloria. Nous ne sommes ni sucre vanille, ni muscade, encore moins fleur d'oranger. Je signale juste que du lait sans lactose, ça existe. Nous sommes des hommes politiques assez sérieux et nous sommes conscients des défis de notre pays. Si vous pensez que c'est par la transhumance qu'on réglera les problèmes de ce pays, on se trompe lourdement. La transhumance est une dimension immonde, immorale, abjecte de la politique. Il faut la combattre. Aujourd'hui, regardez autour du président de la République. Il n'est entouré que de courtisans et de transhumants. C'est contraire à l'esprit de 2012. C'est contraire à l'esprit qui est prévalu lorsqu'il est devenu président de la République. Aujourd'hui, le président s'entoure de transhumants parce que lui-même pense qu'en faisant transhumer les gens, il peut avoir une majorité confortable. Non. La transhumance, c'est de la traîtrise, c'est de la trahison. Nous, à Taxawu Sénégal, nous sommes dans l'opposition. Nous avons choisi de rester dans l'opposition. Nous étions dans le Benno en 2012. Vous semblez oublier que nous faisons partie des Sénégalais qui avaient voté pour Macky Sall en 2012. Nous tous avions battu campagne à l'époque, par l'écrit, par le verbe, la mobilisation, etc. Nous étions présents au sacre de Macky Sall en 2012. Nous étions au Radisson Blu la nuit où le président a été élu. C'est parce que nous ne sommes plus d'accord avec Macky Sall sur la manière de gérer le pays que nous avons décidé librement de nous opposer à lui. Vous vous opposez? Malgré toutes les contraintes et toutes les difficultés, on pouvait rester dans le confort de la majorité. Nous avons refusé. Parce que nous pensons que la direction que Macky Sall a prise n'est pas la bonne pour le Sénégal. Et nous avons choisi l'opposition de manière radicale, de manière ferme. Nous ne pouvons pas et nous ne pourrons jamais retrouver Macky Sall dans son gouvernement. Cela est exclu à mon niveau. Donc nous ne sommes pas Gloria et qu'on arrête de nous parler même de Gloria ou de lactose. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne pourriez pas rejoindre Macky Sall dans un quelconque gouvernement que ce soit. Mais aujourd'hui, on voit avec Idrissa Seck qui a rejoint Macky Sall, on parle de retrouvailles de famille libérale. Est-ce qu'on peut parler de retrouvailles de famille socialiste, de la famille socialiste, c'est-à-dire que vous retourniez au Parti socialiste ou que le Parti socialiste rejoigne le Taxawu Sénégal? Souvent, dans ce pays, on agite des concepts souvent assez creux en politique. On peut retrouver famille libérale, famille socialiste, etc. Moi, je suis réaliste. Nous étions au Parti socialiste. Nous avons eu des difficultés avec nos camarades du Parti socialiste.
Et le problème que nous avons eu est un problème d'orientation. Eux, ils estimaient qu'il fallait rester dans le cocon du pouvoir, dans le giron de Benno, avec des privilèges et des avantages, dans le confort de la majorité. Nous avons estimé que pour l'intérêt du pays et pour l'histoire du Parti socialiste, il était temps que le PS retrouve le pouvoir avec un candidat socialiste. C'est ça la pomme de discorde que nous opposait avec nos camarades. Entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de difficultés. Heureusement, au plan humain et social, il y a eu une décrispation qui est venue malheureusement avec le décès de la maman de Khalifa Aboubacar Sall, lorsque le Parti socialiste est venu avec sa direction présenter ses condoléances à Khalifa. J'avais estimé à l'époque que c'était une très bonne chose au plan social et humain pour des personnes qui ont vécu pendant tant d'années ensemble et qui ont partagé beaucoup de peine et beaucoup de joie ensemble. Pour autant, au plan politique, le problème reste entier. Le PS est dans Benno. Nous sommes dans l'opposition. Tant qu'il en sera ainsi, il ne saurait y avoir de retrouvailles politiques. Le seul commentaire que je peux faire à ce niveau, c'est que quand je vois la situation au Parti socialiste, marquée par un immobilisme handicapant, quand je vois les complaintes d'Abdoulaye Wilane, tenaillées à Kaffrine par le parti au pouvoir, quand j'entends Ousmane Faye, porte-parole du Parti socialiste adjoint, dire que le PS est le plus grand perdant de l'Alliance Benno, je tire la conséquence que le PS, mon parti, est en difficulté dans la coalition. Et il y a Mamadou Mbodjouf aussi qui a publié une contribution sur Facebook, oui, dénonçant le comportement ou bien l'alliance avec le parti au pouvoir qui finalement ne leur apporte pas grand-chose. Donc il faut tirer les conclusions, il faut tirer les conséquences de cette alliance. Une alliance électorale, lorsqu'elle ne profite pas à une des parties, on doit la défaire. Donc moi le seul conseil que je vous donne au PS, c'est de ne pas regarder derrière le rétroviseur, mais c'est penser à l'avenir. Le Parti socialiste mérite plus et mieux. Penser à l'avenir, c'est-à-dire? Penser à l'avenir, c'est penser à un projet socialiste. C'est penser au projet des pères fondateurs. C'est penser un peu aux dernières volontés de Ousmane Tanor Dieng qui voulait que le PS, que les socialistes se retrouvent. Et pour moi, la meilleure façon de se retrouver aujourd'hui, c'est que le PS quitte ce corset qu'est Benno Bokk Yakaar, cette prison entre guillemets qu'est Benno Bokk Yakaar, pour retrouver la liberté dans l'opposition avec nous dans Taxawu Sénégal. Le PS qui rejoint l'opposition, est-ce que vous ne craignez pas de revers vu que le Parti socialiste est comptable du bilan de Benno Bokk Yakaar de 2012 à maintenant? Mieux vaut tard que jamais. Si aujourd'hui le PS tirait les conclusions de l'échec du gouvernement et de l'échec de sa participation au pouvoir, ils auront une amende honorable et n'auront aucune gêne à venir combattre le pouvoir. Moi, ce que je veux dire simplement à ce niveau, c'est que l'avenir des socialistes est avec Taxawu Sénégal. Si les socialistes veulent revenir au pouvoir, veulent avoir un projet de gauche, un projet socialiste, il faut que nous puissions nous retrouver au niveau de Taxawu Sénégal pour d'abord faire face au pouvoir en place, ensuite le défaire. Donc vous tendez la main au Parti socialiste? Bien sûr. Alors, dans l'opposition. Alors, Moussa Taye, vous avez été, on va dire, exclu du Parti socialiste avec Khalifa Aboubacar Sall et les autres. Vous avez mis en place Taxawu Sénégal. Aujourd'hui, on va vers des élections locales. Taxawu Sénégal, il y a des remous, on va dire, avec des candidatures qui fusent de partout, notamment à Dakar avec celle de Barthélémy Diaz, Sahamel Wardini qui officiellement n'a pas encore déclaré sa candidature, mais qu'il a fait de façon officieuse, on va dire, avec une déclaration des femmes à Bourg. Alors aujourd'hui, comment est-ce que d'abord vous allez pouvoir trouver le consensus? Est-ce que ce sera facile d'abord au sein de Taxawu Sénégal avant de nouer des alliances ailleurs? Vous parlez de remous. Moi, j'aime pas avec les mots que vous utilisez. À mon avis, il n'y a pas de remous. Ah oui. Non, remous. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une effervescence politique. Mais ça, c'est à la veille d'élection. C'est normal. À la veille d'élection, surtout locale, qu'il y ait une effervescence politique. Que les responsables, dans les différentes contrées, aient envie de servir leur terroir. Et des ambitions légitimes pour conquérir le suffrage de leurs concitoyens. Pour moi, ça n'a aucun problème à ce niveau-là.
Si c'est vraiment ça que vous appelez remous, pour moi c'est des remous positifs. C'est des remous positifs. Oui. Maintenant, Taxawu Sénégal n'est pas un parti politique. Et c'est justement pour dépasser peut-être le dirigisme des partis ou le centralisme dans les partis que nous avons pensé que Taxawu Sénégal était un mouvement fédérateur au-dessus des partis qui agrège toutes les forces politiques, citoyennes, etc., qui partagent les mêmes valeurs que nous. Mais Taxawu Sénégal, c'est aussi la liberté du militant, du responsable, d'avoir des ambitions, mais surtout d'échanger, discuter et de trouver des consensus forts. Nous avions été ensemble depuis 2009. Ensuite, en 2014, nous avons donc une petite expérience en matière de gestion d'élections locales. Et les mêmes méthodes, les mêmes modus operandi qui avaient été utilisés sera encore utilisé. Ça veut dire que nous aurons la possibilité de nous asseoir autour d'une table, d'échanger, discuter, dialoguer, afin de trouver les meilleures équipes possibles partout au Sénégal. À Taxawu Sénégal, on met l'accent sur la notion d'équipe. Des équipes plurielles, des équipes crédibles pour aller à l'assaut du suffrage des Sénégalais. À Dakar et partout ailleurs, dans les 550 collectivités territoriales. Vous allez certainement nouer des alliances avec d'autres partis de l'opposition. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre par exemple à ce qui s'est produit en 2017 et 2019? Parce que quand Idrissa Seck a soutenu Khalifa Sall en 2017, Khalifa Sall lui a retourné l'ascenseur en 2019. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la même chose se produise? Par exemple, si vous soutenez Ousmane Sonko, si vous alliez à Ousmane Sonko lors de ces locales, aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre en 2024 à ce que Taxawu Sénégal soutienne le PASTEF? Oui, mais sauf que dans une élection locale, on ne soutient pas un candidat. On crée une alliance, on s'allie avec un projet local, communal, un projet, etc. Mais on s'allie avec d'autres forces politiques. L'objectif de Taxawu Sénégal est de s'allier avec des partis de l'opposition. Uniquement. Tout parti qui est dans l'opposition, reconnu comme tel, peut s'allier avec Taxawu Sénégal. Nous excluons toute alliance avec l'APR, avec le Benno et leurs dérivés. Ça n'a rien à voir maintenant avec une élection ultérieure en 2024. J'espère que d'ici 2024, Khalifa Sall, Karim Wade auront leurs droits civils et politiques. J'espère que d'ici 2024, aucun opposant actuel ne sera traqué et démis de ses droits. J'espère enfin qu'en 2024, beaucoup de projets politiques vont compétir. Et au terme de la compétition, le meilleur projet soit porté par les Sénégalais. On parle d'élections locales, mais il faudrait qu'on en arrive là. Aujourd'hui, on a vu qu'il fallait respecter les délais et tout jusqu'au 23 juillet, à 6 mois des élections locales. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne craignez pas un autre report de ces élections? Mais on n'est pas à l'abri de report. Parce que depuis 2019, on ne connaît que des rapports. Moi, je crois que le dessein du président de la République, comme l'avait si bien dit un de ses alliés, qu'il ne voulait pas organiser d'élections d'ici 2024. Maintenant, de rapport en rapport, on risque d'arriver à 24 sans tenir des élections. Ce serait inadmissible. Je crois qu'il faut acter maintenant la date du 23 janvier 2022 pour les élections locales territoriales. Acter une date pour les élections législatives dans la même année. Il n'est pas interdit d'avoir 2 ou 3 élections dans une même année. C'est une question de budget uniquement et d'organisation. Je crois que pour rassurer les citoyens sénégalais, le président doit non seulement acter la date du 23 janvier 2022 pour les locales, définitivement, ensuite fixer une date pour les élections législatives prévues, je crois en juin ou juillet 2022. C'est ça qui doit être fait pour restaurer la confiance entre les acteurs politiques. Mais ce jeu de combine il faut que ça cesse. On va reparler de Taxawu Sénégal, pas concernant ces locales, mais reparler de Taxawu Sénégal et de Khalifa Ababacar Sall. Aujourd'hui, si le statu quo est maintenu, quel sera l'avenir politique de Khalifa Ababacar Sall, mais également de Taxawu Sénégal? En mettant en place Taxawu Sénégal,
nous portons des valeurs et des principes partagés avec Khalifa Ababacar Sall. Et je vous renvoie à son discours d'après-prison. Il avait dit, j'ai choisi de continuer à faire de la politique. L'engagement à continuer l'action politique. Il a dit, je suis de m'inscrire dans une opposition. Mon ancrage dans l'opposition la plus ferme, la plus radicale. Troisièmement, il avait dit, je lance un appel à toutes les forces citoyennes, sociales, à puiser dans les conclusions des assises nationales un projet politique alternatif. C'est pour dire quoi? Ce qui importe plus, c'est le projet, plus que celui qui le porte. Actuellement, Khalifa Sall ne se fait pas de fixation sur son avenir politique. Il vit la politique au jour le jour. Il fait ce qu'il doit faire. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est non seulement de consolider les bases de Taxawu Sénégal, mais de participer à la mise en place d'un grand cadre de l'opposition pour continuer ensemble avec tous les autres leaders à faire de la résistance par la mobilisation, par la sensibilisation et par l'action politique. Alors, une dernière question, Moussa Taye, je ne sais pas si vous allez répondre, mais on a vu le président Macky Sall aller rendre visite à Khalifa Sall chez lui et lui présenter ses condoléances. Vous étiez là-bas lors de la rencontre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment a été l'atmosphère? Comment ça s'est passé? Vous avez bien dit de poser une question à laquelle je peux ou non répondre. Moi, je vais jurer de ne pas parler de cette affaire-là. Je vais déjà expliquer un peu au niveau de TFM, non pas ce que vous voulez, n'est-ce pas, le déroulé de la cérémonie, mais la forme avec laquelle le président est venu. Le président est venu voir Khalifa présenter des condoléances. On a reçu les condoléances de M. Macky Sall. On a prié pour la défunte et c'est fini. Voilà ce que je peux en dire. Merci beaucoup à vous, Moussa Taye. Je rappelle que vous êtes le conseiller politique de Khalifa Ababacar Sall. Chers amis internautes, c'était tout pour ce premier numéro de votre émission Temps de parole. Temps de parole, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'émission, comme son nom l'indique, qui donne la parole aux fortes têtes de Taxawu Sénégal. Merci à vous. Rendez-vous prochainement.